Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent ici à Thionville pour le Festival Polythéia. Sans beaucoup plus d'introduction, je vais commencer par présenter nos invités sur cette table ronde qui s'appelle « Les réseaux sociaux sont-ils un espace de liberté ?» Antoine Baillet, vous êtes journaliste, directeur éditorial de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. Vous êtes l'auteur de Voyage au pays de la dark information, paru aux éditions Robert Laffont en début d'année dernière, qui est juste ici et qui est en vente dans toutes les librairies du Festival Polythéia. Antoine Grimaud-Pont, à ma droite, vous êtes ingénieur, chercheur... Antoine Arthur, et c'est possible que je fasse l'erreur plusieurs fois, n'hésitez pas à me reprendre. Vous êtes donc ingénieur, chercheur et consultant spécialisé dans les enjeux de la transition écologique. Vous êtes cofondateur de l'association Les Greniers d'Abondance pour promouvoir les solutions d'adaptation à un monde à plus 3 degrés Celsius, et vous êtes donc l'auteur de l'essai Algocratie, où vous explorez les tenants et les aboutissants de l'économie de l'attention, poussée à l'extrême par les réseaux sociaux. Devait être présente également à cette table ronde Valérie Higounet, historienne et politologue, spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite. Elle n'a malheureusement pas pu venir jusqu'à Thionville et elle vous prie de bien vouloir l'excuser. Donc bienvenue à tous, bienvenue à tous les deux sur cette table ronde. On va parler liberté, on va parler réseaux sociaux, on va parler complotisme, intelligence artificielle, algorithme. Mais justement, pour bien comprendre tout ça, on va faire un brin de définition. Arthur Grimaud-Pont, qu'est-ce que c'est la différence entre une simple ligne de code, un algorithme et une IA ? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation au Festival Polythéia. Je suis ravi et honoré de cette invitation. Donc pour répondre à cette première question, la différence entre une ligne de code, un algorithme et une IA, pour aller très vite en besogne, on pourrait dire qu'il n'y en a pas vraiment. Une intelligence artificielle, ce qui le distingue d'un algorithme et qui la rend extrêmement populaire et à la mode aujourd'hui, c'est sa capacité d'apprentissage, c'est-à-dire à mettre à jour ses propres lignes de code en fonction des données auxquelles elle est confrontée quotidiennement. Malheureusement, l'algorithme et l'intelligence artificielle souffrent d'une image du public qui la rend un peu obscure, complexe. Et on se dit qu'il faut nécessairement être statisticien ou mathématicien pour s'intéresser à ce qu'est un algorithme et à ses conséquences à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la société. Mais pour faire une analogie, il y a à peu près autant besoin de comprendre le fonctionnement d'un moteur à explosion pour expliquer l'utilisation d'une voiture qu'il n'est nécessaire de savoir coder pour comprendre l'objectif d'un algorithme. C'est-à-dire que c'est totalement inutile. De la même façon, il est inutile de comprendre et de savoir expliquer en détail le fonctionnement d'un moteur à explosion pour savoir et mettre en place un code de la route. On peut se rendre compte de l'utilité de mettre un code de la route, même sans comprendre du tout le fonctionnement du moteur. Donc ce qui est principalement utile, ce qui est vraiment très intéressant de faire, c'est de se questionner sur l'usage majoritaire des algorithmes, à quoi servent les majoritaires et quels sont les algorithmes les plus influents aujourd'hui sur nos sociétés. Et une des réponses à ça, d'après moi, c'est notamment ces fameux algorithmes de recommandation. Ce sont les algorithmes auxquels la moitié de l'humanité, même un peu plus aujourd'hui, est quotidiennement confrontée pour construire les fils d'actualité de nos réseaux sociaux ou recommander des vidéos sur YouTube ou sur TikTok. Et comment ils fonctionnent, ces algorithmes de recommandation ? Alors, je prolonge la réponse que je vous ai faite précédemment. Avant de dire comment ils fonctionnent, c'est quel est leur objectif. Alors, si vous prenez TikTok, YouTube, Snapchat, tous les réseaux sociaux, tous les médias sociaux que vous utilisez, ils ont des fonctionnalités distinctes, mais ils partagent exactement le même modèle économique qui consiste à construire une base d'utilisateurs gigantesque, typiquement plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'utilisateurs, à capter leur attention et à convertir cette attention en revenus publicitaires. Ça veut dire que les plus grandes capitalisations boursières du monde aujourd'hui, Meta, Alphabet et tout ça, ont des revenus quasiment exclusivement publicitaires. Donc par exemple, Alphabet, la compagnie mère de Google, c'est 80% d'origine publicitaire. Meta, la compagnie mère de Facebook, Instagram, c'est 98%. Pour les autres réseaux sociaux, médias sociaux, on est proche de 100%. Donc ce sont des entreprises publicitaires et elles sont en compétition pour extraire une ressource rare et limitée, bien qu'immatérielle, qui est notre temps d'attention. C'est de ce temps d'attention que dépend immédiatement leur profit qui se chiffre en plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc les algorithmes de recommandation, venons-y, ce sont les principaux outils dont se servent ces plateformes pour extraire l'attention de milliards de personnes sur Terre en individualisant les flux d'informations auxquels ils sont confrontés
et en devinant parmi les milliers de milliards de contenus disponibles, celui qui a le plus de chances à un instant T de retenir, de captiver l'attention d'un des utilisateurs. Antoine Baillet, je me tourne vers vous maintenant. Vous nous vendez un voyage au pays de la dark information. Qu'est-ce que c'est la dark information? C'est quoi la différence avec les fake news, les infox, puisque c'est vous qui inventez ce thème de la dark information? D'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis ravi également des échanges qui s'annoncent. Je suis très humble sur ce terme de dark information qui effectivement n'est absolument pas académique et que j'ai inventé. Et je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous vous souvenez du slogan publicitaire du Canada Dry il y a de ça quelques années? Ça a le goût d'eux, ça a la saveur d'eux, mais ce n'est pas, en l'occurrence, c'était de l'alcool. Et en fait, la dark information, c'est un petit peu ça par rapport à ce qu'est l'information. Autrement dit, c'est quelque chose qui va emprunter les codes de l'information traditionnelle. Pour la personne qui la reçoit, il y a une forme de confusion qui est possible, car tous les codes vont être similaires à celle d'une information délivrée dans un cadre plus classique, et ces effets peuvent être en revanche dévastateurs. Donc ce voyage au pays de la dark information, c'est un voyage chez les personnes qui créent cette information nébuleuse qui peut évidemment emprunter et qui peut diffuser des informations qui sont fausses. J'ai souhaité ne pas uniquement me contenter de complotisme et j'ai tenté de ne pas trop utiliser ce mot aussi, car il est très excluant en fait, le complotisme. Une fois que vous avez dit à quelqu'un qu'il est complotiste, il n'y a plus vraiment de débat qui soit possible. Bon, après, il faut appeler un chat et il faut aussi savoir dire reconnaître quand il s'agit d'une théorie du complot qui est diffusée. Et voilà. Et mon point de journaliste était d'aller rencontrer, d'aller mettre à jour les motivations de ces personnes qui vont créer leur Média Canada Dry sur lequel ils vont diffuser des contenus dont la véracité n'a rien à voir avec la réalité. Et c'était ça le point. Et Arthur Grimaud-Pont, du coup, ces algorithmes de recommandation dont on vient de parler, ils vont parfois donc guider vers cette dark information et enfermer dans un phénomène de bulle informationnelle, de bulle algorithmique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce phénomène-là? Alors les bulles informationnelles, c'est un des nombreux effets qu'on observe sur l'information collective liée au fait que les médias sociaux sont devenus la première porte d'accès à l'information. Pour bien le comprendre, il faut voir que l'économie de l'attention, ce dont je viens de parler, le fait que les médias sociaux sont en compétition pour extraire notre attention, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça préexiste largement aux réseaux sociaux. On se souvient par exemple de la phrase célèbre du patron de TF1 qui disait qu'il vendait à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Ce qui est nouveau, c'est l'extraordinaire capacité des plateformes et de leurs algorithmes de recommandation à exploiter notre temps d'attention. Typiquement, sur la plateforme YouTube, tous les jours, l'humanité regarde 120 000 ans de vidéos en cumulé. Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est que sur cet océan de vidéos qu'on visionne quotidiennement sur YouTube, les 3/4 sont le fruit d'une recommandation algorithmique. Donc l'algorithme, c'est cette machine qui tourne au carburant de nos données personnelles, celles qu'on consent à céder et celles qu'on ne consent pas à céder, mais que l'algorithme capte malgré tout sur nous, donc tout simplement le temps passé à regarder tel ou tel contenu. Et l'algorithme va prédire avec une redoutable acuité ce qui va alimenter notre désir de regarder d'autres vidéos. Donc ça a énormément d'effets sur notre façon de nous informer, de consommer de l'information, j'emploie le mot information au sens très large de contenu. À l'échelle individuelle, ça crée évidemment des phénomènes d'addiction et toute la cohorte de problèmes médicaux et psychologiques qui sont liés à l'addiction. Vous pouvez lire par exemple La fabrique du crétin digital, un ouvrage de Michel Desmurger, qui est directeur de recherche à l'INSERM, docteur en neurosciences, et qui dit en quelques mots ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute dans l'histoire de l'humanité une telle expérience de décérébration n'aurait été conduite à aussi grande échelle. Et c'est les mots d'un docteur en neurosciences, donc qui ne se contente pas de chercher des informations issues d'une petite sélection de publications qui confirment son point de vue initial.
Donc c'est vraiment un effet majeur des médias sociaux, et il faut se rendre compte que ce n'est pas à proprement parler un dégât collatéral de ces plateformes, puisque ça constitue leur premier objectif visé. Pour l'illustrer, par exemple, le patron de la plateforme Netflix a dit devant un collège d'actionnaires nous n'avons plus de concurrent sauf un, c'est le sommeil, et nous sommes en train de gagner. Donc on voit que même des besoins physiologiques de base se mettent en travers des objectifs économiques de ces plateformes. Alors il le disait évidemment avec un certain humour, mais on voyait bien que ça sonnait vrai. Oui, Donc, ce phénomène de bulle informationnelle, c'est cette fois-ci un phénomène qu'on observe à l'échelle collective, parce qu'on se préoccupe beaucoup, évidemment, et à raison, des effets de ces médias sociaux à l'échelle individuelle. On a tendance à vouloir s'en désinscrire, s'en protéger, limiter notre temps d'utilisation quotidien, mais sont moins largement débattus et étudiés les effets de ces médias sociaux à l'échelle collective. Donc Antoine Baillet le fait notamment dans son livre, et j'essaye de le décrire aussi quelques-uns de ces effets, dont les phénomènes de bulle informationnelle. Alors c'est un phénomène qui, à nouveau, n'est pas préexiste aux médias sociaux, c'est-à-dire que lorsqu'on a une adhésion idéologique ou partisane particulière à la politique, on consulte évidemment préférentiellement la presse qui confirme plutôt notre point de vue. Mais les médias sociaux, les réseaux sociaux, permettent d'atomiser à l'extrême la sélection d'informations et le flux d'informations auquel on accède, si bien qu'on est enfermé dans des microcosmes numériques parallèles, depuis lesquels on n'accède plus du tout à d'autres portions de la réalité. Donc ce phénomène des bulles informationnelles, il naît de deux choses. D'une part, de notre biais de confirmation, qui est un biais largement partagé, qui est qu'on préfère consulter des informations qui confirment notre point de vue sur un sujet donné. Mais il naît aussi de la faculté des algorithmes à nous enfermer dans des bulles informationnelles qui vont nous faire consommer compulsivement du contenu. Et les algorithmes sont redoutablement efficaces pour identifier des sujets vers lesquels on a des chances de se radicaliser, par exemple, ce qui est un gage du temps qu'on va passer à nous repaître sur les réseaux sociaux de contenu extrême ou à nous insurger contre le camp opposé. Pour prendre un exemple très simple, pendant des manifestations, si vous avez un a priori pro-police, vous allez voir exclusivement des vidéos de Black Bloc qui s'en prennent gratuitement à des policiers et qui détruisent tout. Si inversement vous avez un a priori anti-flic, vous allez voir des vidéos de violences policières qui semblent s'en prendre gratuitement à des manifestants. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans aucun des deux cas, il ne s'agit à proprement parler d'une fake news, qui est un terme très imprécis et très inadéquat. Il s'agit d'une réalité, d'une partie de la réalité, mais d'une minuscule portion de cette réalité seulement. Et quand on accède uniquement à cette partie de la réalité, on ne peut même pas comprendre qu'un point de vue adverse puisse émerger dans la société, contraire au nôtre finalement. Donc ces bulles informationnelles, à l'échelle de la société, elles érodent petit à petit le socle de connaissances et de croyances qu'on a en commun. Ce qui est très grave puisque c'est évidemment quelque chose d'essentiel au contrat social. Oui, d'ailleurs, le thème de notre festival, c'est la liberté. Et du coup, face à ces algorithmes qui sélectionnent exactement ce qu'on veut voir, est-ce qu'il y a une part de liberté ou est-ce qu'on est complètement soumis? Est-ce que l'être humain, son côté, a peut-être à chercher l'attrait pour le morbide, le caché, le pousse vers ça? Ou est-ce que il y a quand même un acte volontaire d'aller chercher alors, le complotisme ou les idées qui sont en accord avec les idées préconstruites? Alors, il y aurait un risque, selon moi, à essentialiser la question en disant que finalement la nature humaine est responsable de cet attrait pour le sordide ou le futile ou le distrayant, puisque en fait, nos comportements vis-à-vis de l'information dépendent énormément de l'environnement informationnel dans lequel on se situe. Effectivement, quand on est sur son fil d'actualité sur un média social et qu'on croit jouir d'une quelconque liberté d'opinion ou d'information, c'est un peu comme si on acceptait de limiter notre liberté d'aller et venir à un centre commercial géant. C'est-à-dire que rien de tout l'environnement dans lequel on se balade n'a été conçu par nos soins et n'a été sélectionné par nos soins. Un fil d'actualité, c'est un enchaînement de publications sélectionnées par un algorithme pour leur simple capacité à retenir notre attention. Alors quel est le problème finalement de s'en remettre à une technologie, un algorithme pour sélectionner ce qui retient notre attention? On pourrait se dire, finalement, ils nous rendent un très précieux service, puisqu'on est noyé dans cet océan d'informations, justement. Heureusement que des machines permettent de nous orienter vers ce qui attire notre attention. Alors le problème, pour répondre simplement, c'est que ce qui capte notre attention instantanée n'a rien à voir avec notre intention profonde et de long terme. Si par exemple vous conduisez sur l'autoroute et vous passez à côté d'un accident de la route, votre attention va être presque irrésistiblement attirée par cet accident de la route. Et de ce type de comportement,
un algorithme de recommandation déduirait que vous adorez regarder des accidents de la route et vous en proposerez un nouveau à regarder tous les 100 mètres. Et c'est un peu comme ça que fonctionnent les algorithmes des recommandations de réseaux sociaux, puisque leur principal objectif est de susciter donc de l'engagement, de la réaction, des commentaires et du temps passé. Il pourrait fonctionner évidemment de façon très différente en essayant de nous brosser dans le sens de nos intentions profondes. Donc on pourrait par exemple sélectionner beaucoup plus finement ce à quoi on a envie d'être éduqué avec des vidéos pédagogiques, tout ça. Tout ça c'est de l'ordre du faisable, mais c'est antagoniste avec le modèle économique des plateformes dominantes aujourd'hui. Antoine Baillet, vous, dans votre livre, vous partez à la rencontre de ce qu'on va appeler largement des complotistes, pour faire court. On y trouve pêle-mêle des journalistes, des jeunes youtubeurs, des youtubeurs plus vieux, une parlementaire, des docteurs, des people, des influenceurs. Pourquoi ça touche si largement et même des populations qu'on pourrait penser immunisées par un capital culturel, par exemple? Je vais d'abord compléter peut-être juste ce qui était dit et tenter de répondre un premier élément de réponse par là. Il y a aussi ces bulles informationnelles. Moi, elles étaient à l'œuvre clairement dans l'esprit de toutes les personnes que j'ai pu voir et rencontrer. Elles sont absolument soumises à un ensemble de messages qui va dans un seul sens. Ce qui se joue par rapport à la liberté, par rapport à la manière dont on forme aussi une opinion, c'est la capacité à penser contre soi-même. On ne peut penser contre soi-même que si on est exposé au contenu et à la pensée d'autrui. Donc les réseaux sociaux nous coupent de cela par leur logique algorithmique. La capacité à prendre des chemins de traverse pour essayer de reprendre un petit peu le pouvoir sur des algorithmes, en fait, il est faisable, mais il est compliqué. Et la capacité qu'on peut avoir à le faire, elle n'est pas encouragée du tout par l'ergonomie des réseaux sociaux, des plateformes, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est le premier point. Et en fait, les personnes que j'ai pu rencontrer, l'un de leurs points communs, c'est celui-là, c'est-à-dire d'être enfermé dans un schéma de pensée sur lequel la place avec l'altérité, la place avec une forme de vérité ne peut plus exister, car il n'y a que des renforcements de confirmation de présupposés, en fait. Je suis parti dans ce bouquin avec une motivation de journaliste qui est très simple, très bête, qui est que moi, depuis que je suis journaliste, j'ai plutôt travaillé sur des supports numériques et on voit souvent dans les commentaires des articles que l'on peut écrire, on voit émerger des personnes qui sont systématiquement d'accord, qui sont systématiquement pas d'accord et qui parfois vont aller très loin, vont nous interpeller sur les réseaux sociaux, etc. Et ma motivation était de me dire, OK, qui sont ces personnes-là, surtout quand elles ne sont pas d'accord avec ce que je peux écrire, avec ce qui, moi, me semble complètement défaillant. Et il y a ce cliché qui est de se dire, OK, enfin, les personnes qui vont diffuser des fausses infos, pardon d'être aussi caricatural, mais il y a ce cliché du bac-5, il lettré chez lui, etc. etc. Je n'avais aucune... Ça me semblait trop facile comme explication, mais je n'avais au départ aucune vérité là-dessus. Et ce qu'il y a de certain, c'est que les personnes que j'ai pu rencontrer sont majoritairement des personnes qui étaient plutôt diplômés, dotés d'un capital culturel, capital social assez important. Alors ça tient aussi au fait que les personnes que j'ai rencontrées avaient ce capital social et culturel tellement important qu'ils étaient capables de comprendre les codes de l'information traditionnelle pour la détourner et se la réapproprier. Donc je mesure la déformation quelque part qu'il pouvait y avoir dans les tableau, voilà, tous les complotistes ne répondent pas au portrait robot dont je suis en train de parler, mais quand même, en fait, se dire que des personnes qui peuvent être médecins, psychiatres, qui peuvent être députés, en l'occurrence la même personne, d'ailleurs on n'est pas très loin de son ancienne terre d'élection, Martine Vonner, pour ne pas la citer, c'est assez saisissant parce qu'on est face à des systèmes de pensée qui ne prennent plus en compte l'altérité et qui clairement ont été encouragés en ça par la manière dont eux-mêmes se sont informés. Il n'y a plus de place à une pensée différente de ce que la personne pense et ça renforce là-dedans.
Et je me demandais, vous disiez à l'instant qu'il n'y avait plus de place pour l'altérité. Je me demandais si, dans ces groupes complotistes, il peut y avoir des théories antagonistes. Est-ce que eux, ils s'en rendent compte? Est-ce qu'il y a des complotistes qui ne sont pas d'accord avec d'autres complotistes? Ou est-ce que, vu qu'ils sont dans cette machine lancée, ils acceptent finalement, tant qu'on est contre le système, que ça soit tout simplement comme ça? C'est une très bonne question et pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas étudié dans le livre particulièrement, donc je fais appel à mes souvenirs en même temps de tout ce que j'ai pu observer. La cartographie des complotistes et des courants du complotisme entre eux pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Non, moi j'ai plutôt vu des fonctionnements qui étaient des renversements ou des évolutions collectives qui pouvaient se faire sur un sujet donné ou d'une thématique à un autre au sein des mêmes groupes. Je vais prendre un exemple très très concret qui est un groupe Telegram ouvert qui est animé par une personnalité qui s'appelle Silvano Telegram, c'est Trota. une messagerie instantanée. Exactement, c'est une très bonne remarque. Donc Telegram, si je veux faire très très simple, c'est un concurrent de WhatsApp, une messagerie d'échange qui a à la différence de WhatsApp, permet de créer des groupes très vastes. En l'occurrence, celui dont je parle, animé par une personne qui s'appelle Silvano Trota, réunit 180 000 personnes. Vous vous connectez à un instant T dans ce groupe et vous voyez une messagerie où il y a 180 000 personnes qui peuvent parler dans le même fil, au même endroit. Donc je suis sûr que vous avez tous des conversations sur WhatsApp dans vos groupes familiaux. Ben là, vous imaginez 180 000 personnes qui peuvent parler au même endroit. J'avais fait un relevé sur une journée type. C'est un supermarché de ce que j'appelle la dark information, qui est ouvert 24/24, 7/7, jusqu'à 40 000 messages publiés sur une journée. Vous voyez un petit peu ce que ça peut provoquer. Donc, j'ai pas vu des groupes dissidents se créer les uns aux autres. En revanche, j'ai vu des changements de comportement collectifs se faire. J'ai publié ce livre il y a un an, à peu près au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, et je comptais quitter tous les groupes dans lesquels j'étais, qui étaient plutôt motivés par des questions liées à la situation sanitaire, la question du vaccin, pas du vaccin, de masque, est-il attentatoire à la liberté, etc. etc., etc. Et en fait, pas du jour au lendemain, mais en quelques jours, quelques semaines, ces mêmes groupes qui dénonçaient un vaccin attentatoire aux libertés sont devenus sensibles à une autre théorie qui était toute la propagande faite par la Russie et ont basculé d'un sujet à un autre. Je ne suis plus dans les groupes, je ne sais plus aujourd'hui de quoi ils parlent parce que j'en avais besoin pour ma santé mentale, mais je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui sont intervenues, et précédemment, il y avait d'autres sujets qui les avaient réunis. Il y avait une défense assez forte du mouvement des Gilets jaunes, par exemple, etc. etc. Donc j'ai plutôt vu des évolutions de sujets que vraiment des conflits idéologiques sur un sujet donné. Je ne l'ai pas vécu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, j'en sais rien. Et je trouve la question hyper intéressante, mais j'ai surtout vu ces mécanismes-là se mettre en œuvre. En l'occurrence, par exemple, sur la question du basculement des antivax vers les pro-russes, vers un discours pro-russe, il y a un événement que j'ai pu voir, moi, comme étant un changement, qui a été le moment où il y a eu l'interdiction de la chaîne Russia Today en France. Et en fait, ça a été vu, perçu comme c'est la preuve, c'est bien la preuve que cette information-là, on cherche à la museler, à la cadenasser, donc vite, il faut la relayer. Donc il peut y avoir des événements comme ça qui accélèrent l'évolution d'un sujet à un autre. Donc on voit bien que ce qui se passe sur les réseaux sociaux ont un véritable impact dans le monde réel. Arthur Grimaud-Pont, je me tourne vers vous pour qu'on se rende bien compte justement de cette influence, de cet impact. Vous parlez, vous, dans votre livre, des événements qui se sont passés en Birmanie et du rôle de Facebook. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est exactement passé en Birmanie et le rôle de Facebook? Oui, bien sûr. Pour l'introduire, je suis passé par la gare de Lyon pour me rendre ici.
Et dans le vaste mouvement de transformation de nos gares SNCF en centres commerciaux géants, il y a des très grands encarts publicitaires, dont ceux de Meta et du Metaverse, qui ont été affichés, qui sont placardés partout dans la gare de Lyon. Et il y avait écrit sur cette grande affiche, le Metaverse est virtuel, mais ses impacts seront réels. Et ça, il ne faut pas en douter, c'est déjà le cas. Facebook a évidemment de très nombreuses conséquences dans le monde réel, et ça se paye notamment en vie humaine. On pourrait penser que c'est une façon de parler ou que c'est tiré par les cheveux ou exagéré, mais le cas des Rohingyas donc en Birmanie est vraiment éclairant. Donc, la Birmanie, pour rappeler, est un pays relativement coupé du reste du monde jusqu'aux années 2010. Et en 2013, c'est ouverte à l'international, avec notamment l'arrivée d'Internet et de Facebook, qui était pour beaucoup de Birmans considéré comme Internet. En fait, les pays peu connectés, quand Internet débarque, c'est souvent sous la forme d'une plateforme unique qui tient lieu et place d'Internet chez eux, en l'occurrence Facebook. Alors en Birmanie, il y a une communauté d'origine, une ethnie d'appartenance culturelle et idéologique plutôt musulmane. Et l'ethnie majoritaire birmane, elle, se revendique bouddhiste et voit l'identité birmane comme indissociable de cette obédience religieuse. Et donc les Rohingyas, qui sont minoritaires, font l'objet de discrimination depuis très longtemps et d'un racisme un peu systémique en Birmanie. En revanche, ce qu'a fait Facebook en arrivant en Birmanie, c'est, on pourrait dire, l'effet d'un acide sur une plaie ouverte, c'est-à-dire que d'un coup, s'est mis à circuler énormément de désinformation à l'encontre de la communauté Rohingya, où les Rohingyas étaient accusés de viol sur des enfants, de meurtre à l'encontre de la communauté majoritaire. Donc on peut imaginer la généralisation et l'amplification à l'extrême de ce type de désinformation dans un pays déjà ravagé par des conflits civils internes, ce que ça a produit. Ce que ça a produit, je cite les mots de l'ONU, c'est un nettoyage ethnique de la communauté Rohingya qui s'est soldé par plusieurs dizaines, milliers de morts et par l'excommunication, l'exode d'1 million de Rohingyas dans le Bangladesh, pays voisin. Donc un véritable drame humain dont Facebook se serait en partie rendu responsable par les très grands profits publicitaires qu'il a laissé générer sur la base d'une désinformation dont il était mis au courant et avait été alerté à de nombreuses reprises. Et donc c'est toute la question que pose d'ailleurs la section 230 derrière laquelle se couvrent tous les médias sociaux américains. Donc c'est une section juridique d'un règlement numérique aux États-Unis, enfin d'un règlement sur les médias aux États-Unis, qui exonère de toute responsabilité les médias numériques en termes de responsabilité éditoriale. C'est-à-dire que Facebook, YouTube et consorts ne sont pas considérés comme des médias proprement parlés, mais uniquement comme des plateformes d'échange. Donc elle décrète n'avoir aucune responsabilité dans ce qui se passe, puisque finalement ce sont que des gens qui partagent les informations dessus. Or, la responsabilité des médias sociaux, Facebook, tout ça, est évidente dès lors que leurs algorithmes propulsent terriblement certaines nouvelles au détriment d'autres et souvent propulsent des nouvelles pour la bonne condition que ce sont de la désinformation, des appels à la haine, à la violence, à tout ce qui peut susciter justement des réactions instantanées. On parlera justement des règlements et des possibilités de régulation des médias sociaux un peu plus tard dans cette table ronde. Je reviens vers vous, Antoine Baillet. Est-ce que en France, alors apparemment, on n'en est pas encore là, Dieu merci. Mais est-ce qu'il y a déjà des effets, notamment politiques? Vous parliez des Gilets jaunes, de la Russie tout à l'heure. Je tente de l'ultra-contemporain ou je tente pas de l'ultra-contemporain? Je vous laisse faire ce numéro d'équilibriste. Non, je vais rester. Mais non, mais je vais prendre un exemple très, très simple. Hein, mais la manière dont s'est constituée hier soir une manifestation assez spontanée ou non devant l'Assemblée nationale, place de la Concorde, il faudrait l'étudier de manière un peu plus précise. Et donc je ne prétends pas avoir toutes les clés dessus, mais il est évident que, et c'est aussi une évolution du champ médiatique, sa couverture en direct, que ce soit sur des chaînes info ou que ce soit sur certains médias sociaux qui couvrent et qui permettent de faire des pratiques qu'on appelle le live en vidéo, a eu des effets, je pense, un peu performatifs et entraînants sur la capacité d'autres personnes à rejoindre une manifestation comme hier soir. Bref, c'était la parenthèse ultra contemporaine. Oui, bien sûr, je vais revenir à ce que j'ai le plus étudié et ce que j'ai le plus vu, alors qui tient aussi
moment sur lequel j'ai travaillé et le terrain que j'ai pu faire s'est principalement déroulé entre 2020 et 2021. La situation sanitaire en France et les discours qui ont pu y être associés et les manifestations qui ont pu exister sont clairement pour moi des résultats de ce qui peut se passer sur des réseaux sociaux. Quand à l'été 2021, il y a des manifestations assez grandes, assez importantes sur le port du masque, sur le vaccin. Ça s'appelle les réseaux sociaux qui déboulent dans la vraie vie. Ce sont des mobilisations nées en ligne des personnes qui vont effectivement consommer ce que j'appelle dark information et qui petit à petit vont venir jusque dans la rue et manifester ou même se réinformer comme ils peuvent le dire. Et pour moi, ce sont des effets qui sont massifs. Quand il y a 40 000, 50 000 personnes qui manifestent à Paris en plein cœur du mois de juillet et avec toute l'habileté qui avait pu être celle d'un Florian Philippot, par exemple, qui avait surfé et encouragé ces mouvements. Quand je suis venu en reportage pas très loin d'ici, je suis venu à Nancy en reportage, quand le premier jour des vacances d'été à Nancy, premier jour des soldes, vous avez la grande rue commerçante et à côté vous avez un rassemblement anti-vax, mais c'est l'espace public le plus classique, un samedi après-midi, qui en fait se retrouve envahi par des théories qu'on aurait pu penser destinées à rester en ligne. Eh ben non, c'est pas le cas. Si je vais encore plus loin, ces propos-là, et je reviens du coup sur le cas de la députée Martine Vonner dont je parlais précédemment, l'ancienne députée, elle a été élue en 2017 sous une étiquette LREM, elle s'est fait sortir du groupe LREM ensuite, je recontextualise, elle a cherché un nouveau groupe d'appartenance, elle n'en a pas eu. Tout ça pour dire que cette dark information, elle existait aussi à l'Assemblée nationale, dans une salle dans une salle prêtée à une députée, on peut entendre des propos qui peuvent paraître complètement aberrants, choquants. Et voilà. Donc oui, les effets dans la vraie vie, ils existent. Il n'y a plus le IRL d'un côté versus IRL, c'est dans la vraie vie versus le numérique. Ça n'existe plus vraiment ces séparations-là. Donc je rejoins en tout point ce qui a été dit précédemment sur la situation en Birmanie, sur le métaverse. Se dire que tout ça est en ligne n'a plus de sens. Voilà. J'aimerais bien alors sauf si vous voulez rajouter quelque chose, Arthur. Oui, volontiers, sur cette question de comment les médias sociaux transforment le débat public. On est en France, donc dans un pays occidental, et la tradition philosophique occidentale accorde une importance absolument capitale au débat des idées. Et l'objectif du débat des idées, supposément, c'est de faire émerger les meilleures idées, donc les idées les plus vraies, les plus justes ou les plus utiles, suivant le mot qu'on met derrière meilleures idées. Et pour permettre au débat des idées d'avoir lieu et garantir à chacun la possibilité d'y prendre part, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen donne justement à la liberté d'expression un droit capital. Donc l'article 11 de la Déclaration dit, comment la formuler précisément, c'est la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Chaque citoyen est donc libre de parler, écrire et imprimer librement. Donc ça semble être a priori un très bon départ pour permettre à ce débat d'avoir lieu et garantir à chacun la possibilité d'y prendre part. Mais si on fait un pas de côté, on voit que de la même façon que le droit de propriété, par exemple, ne dit rien de la juste répartition des richesses, la liberté d'expression ne dit rien de la juste distribution des tours de parole, par exemple. Donc il y a des règles du jeu au débat public, et c'est assez fascinant de voir qu'on accorde une importance capitale au débat des idées, mais on se préoccupe assez peu de ces règles du jeu du débat public. Qui distribue les tours de parole, qui décide quelles idées on voit au chapitre, qui amplifie telle ou telle idée. En fait, bien souvent, ces règles du jeu déterminent par avance l'issue du débat. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'étant pas omniscient, évidemment, on s'en remet à des médias, des intermédiaires étymologiquement, pour avoir prise sur le monde, pour comprendre ce qui se passe ailleurs. Donc ces médias, ce sont des médias traditionnels, radio, presse, télévision, et puis des médias sociaux, ce dont j'évoquais le cas tout à l'heure. Et les règles du jeu dont décident finalement ces intermédiaires, qui sont souvent compatibles avec leurs intérêts économiques ou leur poursuite d'audience ou leur modèle, disons, peuvent ne pas du tout servir ce qu'on croit, c'est-à-dire le fait de favoriser des idées plus justes, plus vraies, plus raccords, plus utiles.
Et en fait, les idées qui dominent le débat public ne sont pas les idées qui l'emportent sur le plan dialectique, c'est-à-dire sur le plan du débat. Ce sont les idées qui l'emportent sur le plan médiatique au sens large, c'est-à-dire les idées qui captent le mieux l'attention pour le cas des médias sociaux. Et donc ça produit des effets comme ceux que Antoine vient de décrire. Les idées qui dominent le débat sont celles qui finalement vont susciter par exemple le plus de polémiques, le plus de dissensus, le plus d'écart parfois entre la réalité du monde et notre perception collective de cette réalité, quoi. Ma prochaine question, on va faire un petit focus sur une plateforme, parce qu'on a parlé de Facebook, on n'a pas parlé d'Instagram, mais c'est le même groupe, c'est Meta. Et donc ça, ce sont des plateformes américaines. Et vous l'avez dit, elles sont principalement guidées par la recherche du profit. Il n'y a pas un véritable enjeu de stratégique géopolitique. Alors qu'il y a des élèves de seconde, je crois, dans cette classe, dans cette salle. Et je voulais qu'on parle un peu de TikTok, parce que TikTok, c'est un réseau social qui est chinois, et donc qui émerge d'une puissance, disons, dont on se méfie, peut-être pas hostile, mais dont on se méfie. Et donc j'aimerais savoir déjà, est-ce que Antoine Baillet, vous pouvez nous présenter TikTok, puisque Lina est sur TikTok, si je ne m'abuse, et ensuite on pourra parler peut-être des craintes qu'inspire TikTok. Je suis trop vieux pour parler de TikTok. Je suis désolé, je suis dépassé. Alors je vais tenter, et s'il y a des élèves de seconde qui souhaitent me corriger, ce sera avec plaisir. Alors d'abord, la première chose, c'est que TikTok, à ses débuts, ne s'appelait pas TikTok et était d'abord un réseau social de parodie musicale. Donc on s'enregistrait et on se filmait en parodiant une chanson. Le premier nom du réseau m'échappe. Musical.ly, je crois voilà, que c'était. C'est ça, absolument. Qui est devenu ensuite TikTok. Alors là, quand on se parle... Non, d'abord, je continue la présentation et après, je rezoome. Aujourd'hui, c'est un site de partage court de vidéos, ce qui est extrêmement enthousiasmant sur TikTok. Il y a des choses enthousiasmantes. C'est quelque part la créativité non pas qu'il permet, mais qu'il induit sur le rapport à l'image. Enfin, voilà, à l'INA, je passe mon temps à avoir des images très spécifiques. Mais TikTok a une grammaire de l'image qui est très spécifique. Alors, avec ces travers qui vont être le côté extrêmement court, côté extrêmement clippé. D'ailleurs, au global, TikTok est une plateforme de partage de vidéos très courte. Point intéressant, le succès de TikTok a obligé plusieurs autres très grosses plateformes vidéo à adopter les codes de TikTok pour ne pas être à la ramasse. Instagram développe un format vidéo, c'est une réponse directe au succès de TikTok et de l'envie d'Instagram de ne pas laisser le gâteau publicitaire à un seul acteur. YouTube fait la même chose. On est passé sur YouTube de vidéos qui étaient assez longues au départ à un nouveau format qui s'appelle les Shorts sur YouTube et qui donc, lui, de la même manière, va être 1 minute maximum d'une vidéo verticale 9/16. Donc, premier point sur TikTok. Il y a TikTok et il y a tout ce qui est encore induit par la généralisation de TikTok. Alors, on se parlait d'algorithmes. De TikTok. Ben là, je vais vous faire une confession d'éditeur. Je peux vous dire que je suis incapable de comprendre aujourd'hui réellement ce qui fait qu'une vidéo sur TikTok de Lina va prendre ou ne va pas prendre. Voilà. À certains moments, on va avoir un engouement pour des vidéos, à d'autres, non. C'est là, dans le genre boîte noire à laquelle un éditeur peut être confronté, c'est assez insondable. Je dois aussi vous dire que quand on est Lina, on aborde TikTok avec un peu de prudence. On l'aborde avec de l'intérêt parce que les générations qui sont dessus et les publics qui sont dessus sont des publics auxquels on souhaite s'adresser parce qu'ils sont jeunes. On l'aborde en même temps avec énormément de prudence. D'abord, une première très basique, c'est que TikTok est un lieu sur lequel il y a du piratage extrêmement massif de contenu. À l'inverse d'une plateforme comme YouTube, je pense qu'on aura l'occasion de se dire que la régulation de YouTube vaut ce qu'elle vaut, et voilà, mais il y a une forme sur le droit d'auteur à tout le moins sur YouTube d'attention portée par YouTube. TikTok, c'est absolument pas le cas. Donc première chose, moi ça me dérange pour ça. Il y a énormément de contenu piraté de Lina qui circule sur TikTok et je ne peux rien y faire. Et voilà.
ce que je pouvais vous dire sur TikTok. J'ai tenté. Arthur Guimondpont, est-ce qu'on a raison de craindre plus TikTok que les autres réseaux sociaux, à la fois d'un côté économie de l'attention, donc on parlait des vidéos très très courtes, mais aussi sur le côté stratégique, parce qu'il me semble par ailleurs que la version de TikTok qu'on a en Occident n'existe pas en Chine, alors que le logiciel lui-même vient de Chine. Oui, mais alors TikTok, ce qui est fascinant, c'est qu'on pensait le marché de l'attention absolument saturé dans les pays occidentaux, dans le sens où on donnait déjà 2h30 de temps de cerveau éveillé à des médias sociaux en moyenne quand on est utilisateur des réseaux sociaux par jour. Donc ça fait chaque année, on passe l'équivalent de 2 mois de sa vie éveillé à consulter des fils d'actualité ou à regarder des vidéos en moyenne. Donc on pensait ce marché évidemment saturé. Il n'y a plus du temps, impossible de prendre des parts de marché à YouTube, Snapchat ou Instagram. Et TikTok a réussi cet exploit de, à partir de rien, devenir le média social le plus utilisé chez les jeunes occidentaux, l'application la plus téléchargée au monde en 2022. Maintenant, il y a plus d'1,5 milliard d'utilisateurs de TikTok et la croissance continue d'être quasi exponentielle. Comme vous le faites remarquer à juste titre, ce qui est aussi très surprenant, c'est que TikTok a été développé par une entreprise chinoise du nom de ByteDance et que le Parti communiste chinois proscrit l'utilisation de TikTok ainsi que celle de tous les autres médias sociaux occidentaux à l'intérieur des frontières chinoises. Donc ça, en fait, ça illustre 2 rapports complètement antagonistes à l'information et aux médias sociaux qu'adoptent les gouvernements face donc à ces médias sociaux. Dans une grande partie du monde, celle de l'Occident ou du Nord, pour le dire très vite, les représentants politiques sont quelque part à genoux devant le fonctionnement de ces empires économiques, qui deviennent bien souvent des conditions nécessaires pour parvenir au pouvoir via des élections démocratiques. Et de l'autre partie du monde, il y a une censure extrêmement sévère sur les flux d'informations, au cœur desquels se situent évidemment les médias sociaux. Donc la Chine, le Parti communiste chinois fait le choix d'exercer cette censure extrêmement resserrée des flux d'informations et interdit TikTok, pas uniquement pour des questions de propagande, puisqu'elle développe en fait en son sein une application alternative qui s'appelle Douyin, également développée par l'entreprise ByteDance. Mais Douyin a la particularité de voir son temps d'utilisation quotidien limité à 40 minutes. Douyin est fermé entre 22h le soir et 6h le lendemain, pour une certaine tranche d'âge. Et il y a un grand nombre de contenus d'éducation culturelle, pédagogique, scientifique sur la plateforme Douyin. Donc on voit que le Parti chinois a quelque part aussi une conscience aiguë du fait qu'il n'est peut-être pas bon de céder son attention à aussi vil prix, notamment quand on est jeune, et que ça peut nous en coûter beaucoup en termes non seulement évidemment d'adhésion à un grand récit communiste, centralisateur et autoritaire, mais également en termes d'éducation tout bêtement. Et c'est quelque chose dont ne semblent pas vraiment se rendre compte les dirigeants occidentaux qui, eux, n'agissent pas du tout. Alors les conséquences dans le monde réel sont énormes, comme on peut s'en douter. Si vous posez à un enfant occidental quelle est la fameuse question de « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?», la première réponse que vous donne un enfant occidental aujourd'hui, c'est « influenceur ». La première réponse que vous donne un enfant chinois aujourd'hui, c'est « scientifique ». Donc il y a vraiment des visions du monde radicalement différentes qui découlent de cette exposition à l'information. Et c'est évidemment pas étonnant. De la même façon, sur le plan électoral, en Chine, jamais la population chinoise, alors évidemment on peut douter de la capacité des sondages effectués en Chine auprès des citoyens à refléter l'opinion réelle de la population. Néanmoins, la totalité des études disponibles montrent que les Chinois n'ont jamais été aussi favorables aux institutions chinoises qu'aujourd'hui, n'ont jamais été aussi favorables à Xi Jinping. Et dans la plupart des pays et des démocraties occidentales, il se produit exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a comme je disais tout à l'heure, une érosion de ce socle de croyances et d'opinions communes qui mène à une polarisation très importante de la population sur à peu près toutes les questions politiques et qui est liée au fait que le paysage de l'information tend à faire surnager notamment énormément tout ce qui provoque du dissensus. Pour aller plus loin, on pourrait même dire que YouTube a fait élire Donald Trump. On retient très souvent l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, le rôle de Cambridge Analytica, éventuellement celle de l'ingérence russe, qui a d'ailleurs été un peu remise en cause récemment. Mais on ignore beaucoup plus, étonnamment, le rôle tout simple, organique de YouTube. Donc,
aux États-Unis, il y a 150 millions d'utilisateurs réguliers de YouTube. Or, l'élection américaine de 2016 s'est jouée à 60 000 voix. C'est-à-dire vraiment une poussière dans ça, qui était en plus répartie sur 3 États balance, 3 swing states. C'est-à-dire que même un tout petit biais dans l'algorithme de YouTube aurait suffi potentiellement à faire pencher la balance pour l'un ou l'autre des 2 candidats, toutes choses égales par ailleurs. Et ce qu'ont remarqué les études faites, notamment par le quotidien The Guardian, sur la base de données d'un ingénieur français qui a travaillé pour Google, Guillaume Chasselot, ils ont montré que le biais n'était pas petit, mais il était massif et systématique en faveur du camp de Donald Trump. C'est-à-dire que 80% des contenus recommandés par la plateforme YouTube pendant la campagne électorale étaient favorables à Donald Trump. Donc, pour le dire simplement, toute chose égale par ailleurs, YouTube a fait élire Donald Trump aux États-Unis en 2016. Mais c'est quelque chose qui ne semble pas particulièrement choquer la population. Et alors, c'est important aussi de se rendre compte que, évidemment, ce n'est pas le dirigeant de YouTube ou de Google qui a fait ce choix-là. C'est simplement un effet collatéral, un dégât collatéral du fonctionnement des réseaux sociaux, et de YouTube en l'occurrence, qui fait surnager la diffamation, le mensonge, l'exagération, la violence, tout ce sur quoi Donald Trump avait axé sa stratégie de communication en 2016. Mais vous parliez justement de cette façon presque organique de diffuser l'information. Antoine Baillet, vous parliez tout à l'heure de la boîte noire qu'est TikTok pour l'éditeur. Est-ce que ce n'est pas aussi devenu une boîte noire, ces algorithmes de recommandation, pour leurs créateurs ? Est-ce que le monstre, est-ce que la créature a échappé au... C'est un peu cette question. Son créateur. Bah tiens, c'est marrant parce que du coup, si on essaie de remonter encore un peu avant sur avant, on va dire, la perversion par les réseaux, par l'économie de ce qu'étaient les réseaux sociaux. Si on remonte un petit peu à l'utopie originelle qu'ont pu représenter certaines entreprises numériques. Il y a quelque chose qui est très intéressant là-dessus, c'est que Facebook n'est pas né n'importe où. Facebook naît en Californie, plutôt MIT, et après ça s'épanouit très vite en Californie. Il y a une inscription, une forme de filiation aussi dans les lieux. On est à quelques kilomètres des endroits qui ont donné naissance à Internet. Internet est né en Californie, Facebook s'est épanoui en Californie, et on est dans une culture américaine politique qui est celle d'une certaine forme de... on est plutôt dans un univers libertarien qu'autre chose. De ce point de vue-là, j'ai aucun problème à dire que ce que sont devenus les algorithmes de recommandation liés à l'économie de l'attention n'a plus rien à voir avec l'esprit originel de la mise en réseau entre personnes, qui a été l'illusion primaire d'Internet, et à laquelle je vais peut-être j'écris un bouquin qui est assez négatif sur l'information, j'écris un bouquin qui est assez pessimiste par certains endroits, une enquête qui est assez pessimiste. Je suis peut-être de manière irraisonnée, je reste aussi attentif à ce que les réseaux sociaux peuvent permettre, je vais tenter de le faire, peuvent permettre de positif sur la société. Si les personnes dont je fais le portrait ont accès aussi facilement à des lieux de diffusion, c'est parce qu'il y a aussi des coûts à l'entrée sur la production de l'information qui ne sont plus les mêmes que précédemment. On doit encore prendre ça en question au moment où on fait le bilan, le procès qui est absolument nécessaire des réseaux sociaux et de leur fonctionnement biaisé par l'économie de l'attention, j'en suis absolument persuadé. Il ne faut pas quand même, je la tente, mais ne pas oublier ce qu'ont pu permettre de positif des réseaux sociaux là-dedans. Mais là, évidemment, aujourd'hui, on est à des années-lumière de ces premiers principes, de ces premières envies, et on est bien sûr, comme Arthur le disait, sur de la maximisation du profit et des algorithmes qui sont là pour nous prendre le plus d'attention possible.
Arthur Grimoupon, on vient parler pendant quelques instants des effets politiques, des effets sur la jeunesse. J'aimerais parler aussi des effets culturels. Vous aviez parlé de Netflix un peu plus tôt dans cet entretien. Sur Netflix, non seulement l'algorithme de recommandation nous suggère ce qui devrait nous plaire, mais la façon aussi de laquelle il devrait nous plaire, puisque si on prend l'exemple de la série Stranger Things, si on a regardé une comédie, un film d'horreur, de science-fiction, la miniature va changer pour nous plaire encore plus. Est-ce qu'on est encore libre de ce qui nous plaît sur Internet ? Vaste question qu'on a déjà largement abordée. La liberté d'expression et d'opinion, à nouveau, notamment aux États-Unis, c'est l'amendement numéro 1 de la Constitution, c'est considéré comme vraiment quelque chose d'absolument capital. Et c'est souvent derrière cette liberté que se cachent à nouveau toutes les plateformes pour dire, par exemple, qu'il ne faut rien faire. Donc, par exemple, quand Elon Musk rachète Twitter et défend une version qu'il appelle absolutiste de la liberté d'expression, il défend en fait une conception de la liberté qui est plutôt libertarienne, qui est typiquement états-unienne, où la liberté de l'individu prime sur le droit collectif. C'est ce même type de conception de la liberté qui permet, par exemple, aux États-Unis de libéraliser le port d'armes et qui leur octroie la chance et le bonheur d'être le pays riche avec le plus d'homicides par arme à feu chaque année. En fait, cette absence de règles totales qu'il défend pour Twitter, ça peut mener à peu près à ce genre de paysage informationnel, où le pire l'emporte toujours sur le reste, quoi. Donc, par exemple, sur Twitter, à chaque insulte, à chaque mot outrancier que vous rajoutez à un tweet, celui-ci va avoir 20% de chances supplémentaires d'être retweeté. Il y a aussi une étude des chercheurs du MIT qui a montré qu'à sujet équivalent, la désinformation se propageait en moyenne 6 fois plus vite que le vrai, qu'une information sourcée, factuelle, vérifiée, faisant consensus, disons. Donc, il y a une distorsion complète du paysage informationnel qui est liée justement à cette absence de règles. L'absence de règles, ce n'est absolument pas la liberté ou la liberté d'expression ou la démocratie. C'est souvent l'inverse. Et c'est cette conception libertarienne que défend Elon Musk pour Twitter et qui a les effets qu'on connaît. En fait, pour répondre à votre question, on est encore libre en matière de goût, en matière d'accès à l'information. Mais c'est plus compliqué de faire ses propres choix, puisqu'on doit lutter contre un algo qui nous suggère, qui nous recommande, qui nous formate sur certains points. Netflix, vous pouvez y voir un type de production devenu assez uniformisé, mais il n'y a pas forcément que les dernières nouveautés sur Netflix. Voilà, vous pouvez aller plus loin que ce qui vous est suggéré, que ce qu'un algo... pareil, je me fais un peu l'avocat du diable, je tente... voilà, mais... c'est possible. En matière d'information, vous êtes libre de choisir l'information que vous souhaitez. S'extraire d'une bulle informationnelle, c'est possible, mais ça peut vouloir dire à un moment faire le choix de consulter une information qui ne va pas être sexy, qui ne va pas être spectaculaire, qui va peut-être même paraître molle à certains endroits parce que elle sera moins calibrée pour faire un titre, un tweet, une notification, et parfois il faudra aller voir quelque chose qui est gris, accepter que quelque chose est entre les deux et pas forcément le point de vue le plus radical. Donc ça peut être, c'est plus compliqué d'être libre de ses propres choix, c'est indiscutable, mais ça existe encore. Ça existe encore, mais j'ai l'impression, et je pense qu'on va dans le même sens, qu'aujourd'hui, il faut vraiment nager à contre-courant pour arriver à cet état-là, quoi. Typiquement, Elon Musk a fait un parallèle entre Twitter et l'idée de place publique de l'humanité. Donc c'est un parallèle qui est peut-être assez vrai, sauf que la place n'est évidemment pas publique, mais privée. Et c'est étonnant qu'on soit à ce point inquiet du monopole de l'information par le Parti communiste chinois au sein d'un pays qui compte 1,5 milliard de personnes, et qu'on se préoccupe assez peu du fait que ces médias sociaux, dont on dépend tous aujourd'hui pour nous informer, soient en réalité des régimes autoritaires avec des autocrates à leur tête. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg est l'actionnaire majoritaire de Meta. Du jour au lendemain, il peut révoquer quelle est sa définition en fait, de la liberté d'expression et comment l'appliquer sur Meta. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement à l'état de possibilité, il le fait. C'est-à-dire que
par exemple, Meta a été à raison accusé par de très nombreux journalistes et scientifiques de sa mise en avant disproportionnée du faux, du radical, de l'outrancier, tout ça, et notamment de l'ingérence finalement dans rendu possible par Meta dans des élections démocratiques. Mark Zuckerberg a fait le choix d'invisibiliser les communications politiques sur Meta. Donc il y a plusieurs outils qui permettent de le voir, notamment qui s'appelle CrowdTangle, qui est une plateforme développée par Meta et qui est mise à disposition gracieusement des journalistes et tout ça qui s'inquiéteraient de la visibilité favorisée par les algorithmes de YouTube sur certains sujets. Et CrowdTangle montre très bien que sur l'intégralité des sujets politiques, la visibilité a terriblement diffusé, tout simplement parce que Mark Zuckerberg, en quelque sorte, a décidé de baisser le curseur de la visibilité des sujets politiques. Alors, compte tenu du paysage de l'information majoritaire sur Facebook, on peut dire que c'est une bonne chose, mais le simple fait qu'un individu seul puisse décider de quelle façon doit être configuré le paysage informationnel mondial, ça devrait nous sembler absolument révoltant du point de vue démocratique. Je peux ? Allez-y, bien sûr. Alors, au-delà du contenu même de l'information, le poids de Mark Zuckerberg ou de ses équipes, je vais prendre un exemple hyper concret sur un format qui s'est extrêmement développé depuis une dizaine d'années, qui vont être les vidéos courtes consommées sans son sur les réseaux sociaux. Ça a donné lieu à la création de médias intégralement consacrés à ce format. En France, on peut penser à Brut, évidemment. Aux États-Unis, au préalable, il y avait eu 2 grands médias qui s'étaient comme ça montés pour être principalement consommés sur les réseaux sociaux, AG+ d'un côté et Naovis comme autre média. Bref, ces médias et ce format existent, si je le fais de manière très caricaturale, pour une raison et à cause d'une action bien spécifique qui a été le moment, il y a 10 ans, où Facebook était très en retard sur la vidéo. YouTube explosait de son côté, les revenus pubs de YouTube explosaient, Facebook était en retard là-dessus et devait capter ce nouveau marché. Et l'équipe produit de Facebook, autrement dit les personnes qui décident de ce qu'on voit avec quelle fonctionnalité, ont expérimenté une fonctionnalité qui a changé radicalement la donne pour Facebook et la vidéo, qui est le fait que ce qu'on appelle l'autoplay, autrement dit, vous descendez votre fil d'actualité sur... J'essaie d'imiter l'anglais, mais là, l'autoplay, vous descendez votre fil d'actualité et d'abonnement sur Facebook et une vidéo va se lancer automatiquement sans même que vous ayez à cliquer pour voir une vidéo. Ce qui peut paraître complètement aberrant. Ça veut dire que vous ne choisissez même plus de lancer ou pas une vidéo. Bref, cette décision, elle a eu des conséquences éditoriales avec la création de nouveaux médias. Elle a aussi eu des conséquences éditoriales sur les propres productions des médias plus traditionnels lorsqu'ils vont sur Facebook, puisqu'il y a 3 secondes qui sont nécessaires. Il faut que qu'un utilisateur passe 3 secondes sur une vidéo pour qu'une vidéo soit considérée comme vue. 3 secondes, ça veut dire qu'au moment où vous défilez votre fil, vous devez rester un petit peu. Et donc, ça veut dire que ces 3 premières secondes, elles sont clés. Et dans ces 3 premières secondes, vous allez mettre ce qu'il y a de plus catchy, ce qu'il y a de plus fort, l'image la plus forte, les mots les plus forts, l'idée la plus forte. La nuance là-dedans, parfois, ça en fait aussi les frais. Bref, c'était pour expliquer à quel point une décision qui est une décision produit, une décision commerciale également, peut avoir des incidences c'est le battement de l'aile du papillon, quoi. Enfin, un développeur à Palo Alto décide de faire une modification sur un produit de Facebook et ça donne naissance à des médias entiers et ça modifie les pratiques médiatiques d'acteurs très traditionnels, ce qui est assez fascinant si on y réfléchit. Non seulement la forme, mais évidemment le fond de l'information. Parce que quand on dit que les médias sociaux sont devenus la première porte d'accès à l'information, on pense évidemment nous, utilisateurs des médias sociaux. C'est la première façon dont on accède, par exemple, à des articles de presse aujourd'hui. C'est pas en ouvrant le journal, c'est parce qu'ils apparaissent dans notre fil d'actualité. Ça veut dire que ces articles de presse sont sélectionnés pour leur capacité à retenir notre attention par des algorithmes. Donc, ils pâtissent finalement des mêmes biais infligés à toute la sphère informationnelle, bien qu'ils obéissent, pour le coup, à un contrôle éditorial classique, traditionnel, de journalisme traditionnel. Donc, il y a à la fois la façon dont nous, on accède à l'information, mais il y a également la façon dont les journalistes accèdent à l'information. Je pense qu'Antoine le confirme
confirmera, mais la plupart des journalistes auxquels je parle aujourd'hui admettent utiliser Twitter quasiment en guise d'agence France-Presse. C'est-à-dire que leur fil d'actualité Twitter leur fournit un nombre d'actualités incroyables qui décide finalement pour eux de ce qui doit être, de ce qui doit faire l'agenda politique et de l'actualité, quoi. Oui, il y a donc une influence de ces algorithmes de recommandation à la fois sur les lecteurs, mais aussi sur les créateurs. Mais vous parliez tout à l'heure, Antoine Baillet, d'une lutte contre ces algorithmes de recommandation pour aller chercher l'information, pour aller chercher ce qui nous plaît vraiment. Donc on va passer aux solutions, puisque pour une lutte, il faut être armé. À la fin de votre essai, vous parlez de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information dans les écoles. Est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment mis en place actuellement et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait protéger ou armer, ou du moins, les générations futures? D'abord, je me félicite d'une chose, c'est qu'il y a des petites évolutions dans le débat depuis la sortie du bouquin, qui ne sont absolument pas liées à la sortie du livre. Je reste très humble là-dessus. Alors d'abord, l'EMI, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? L'éducation aux médias et à l'information, un terme avec lequel je dois bien dire pas être forcément super à l'aise. Éduquer aux médias, c'est pas forcément complètement un vocable qui me semble adapté. Mais c'est une compétence qui est inscrite dans le socle de compétences je vais peut-être me tromper dans le vocabulaire de l'éducation nationale, mais que les élèves doivent acquérir au collège. Donc c'est une obligation pour l'enseignement, c'est une forme d'obligation que de former les élèves à cela. Néanmoins, ce n'est pas une matière à part entière. Il n'y a pas de cursus spécifique, il n'y a pas de prof, il n'y a pas de CAPES d'éducation aux médias et à l'info. C'est donc aux enseignants, quand ils le veulent, quand ils le peuvent, dans leur matière originelle, d'aborder certaines de ces questions. Tout ce qu'on vient de se dire sur les algorithmes, ça peut donner lieu à un cours de maths, par exemple, ou de sciences. Ce qu'on s'est dit sur les questions de l'information, ça peut être abordé peut-être dans des cours d'éducation civique, peut-être. Mais en tout cas, il n'y a pas cette impulsion aujourd'hui qui ferait que c'est assez symbolique, hein, mais il n'y a pas cette inscription dans une matière, donc dans un cursus, donc dans des heures dédiées. Ça a beau être dans le socle de compétences, s'il n'y a pas un projet et des projets qui sont portés par des enseignants sur une base qui restera celle d'une forme de volontariat, en fait, on n'ira pas forcément très très loin. Et donc je faisais allusion à ce débat. Dans le livre, il y a un an, j'avais interrogé le Bruno Studer, qui est député LREM et patron de la commission des affaires culturelles, qui était alors patron de la commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale. Lui dit il y a besoin de structurer cela comme une matière. Il y a eu une première avancée qui était l'inscription de l'EMI dans le socle de compétences, c'était il y a 5 ou 7 ans, là, mais maintenant il faut aller plus loin et rendre les choses beaucoup plus visibles. Et donc là où je me félicite que les choses peut-être avancent un petit peu, récemment une commission parlementaire qui l'a recommandé précisément, que l'EMI, avec tous les travers sur le terme sans doute, devienne une matière à part entière. Elle peut être confiée à des professeurs documentalistes, elle peut être confiée... Il y a 1000 manières de l'envisager, mais c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement symbolique là-dessus. Et oui, on est dans un combat, hein. Enfin, on est un peu sur un champ de bataille sur l'information, et il va aussi falloir structurer les choses de manière un peu visible, un peu forte. Et ça pourrait être une des pistes. En tout cas, intellectuellement, quand on y réfléchit, si on ne se dit pas qu'on mène ce combat à l'échelle d'une génération, je ne vois pas comment on y arrive, parce que vu tout ce qu'on a pu dire sur le fonctionnement propre des réseaux sociaux, pour s'en sortir, ce n'est pas sur eux comme acteurs qu'il faut compter. Leur intérêt financier, leur intérêt même par rapport à leur raison d'être, ne sera jamais de lutter contre les fausses informations. On ne peut pas, ce serait complètement naïf de se dire que ça va venir des acteurs eux-mêmes. Donc, effectivement, moi j'envisage et j'aimerais que et je plaide aussi pour ça, qu'il y ait un vrai choc là-dessus, d'attention qui y soit porté.
Bien, vous pourrez en parler avec la nouvelle présidente de la commission des affaires culturelles qui est au premier rang juste ici. On parle de la jeunesse, mais j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il y a des moyens peut-être d'éduquer les personnes plus âgées qui sont peut-être aussi, voire plus perdues que les jeunes et qui se retrouvent donc dans cette jungle informationnelle sur Facebook ou autre? Peut-être une question piège, Antoine Baillet. Est-ce que c'est un combat perdu? J'en sais rien. Je ne crois pas. Je ne crois pas au combat perdu par définition. Ce qui est sûr, c'est que ça ne passera pas par le même type d'action. Voilà. Après, ce dont il est question ici, c'est de renforcer aussi l'esprit critique, tout simplement. Tout ce qui va pouvoir aller dans ce sens-là me semble être quelque chose à encourager, à développer, tout simplement. Allez-y. Si je peux m'exprimer sur comment réagir, quelles sont les solutions face à cette économie de l'attention. Je souscris complètement à ce que tu viens de dire, Antoine. On a un premier réflexe quand on se rend compte de l'importance des effets des médias sociaux sur la société et sur notre psychologie, notre santé mentale. Et ce premier réflexe, c'est bien sûr de vouloir s'en désinscrire ou de s'en protéger, d'avoir une hygiène de l'information à l'échelle individuelle. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que même si on est irréprochable à l'échelle individuelle, on ne se protège malheureusement pas des effets des médias sociaux à l'échelle de la société. Les élections continueront d'être dévoyées, la désinformation de masse continuera de sévir, la polarisation de la société continuera d'avoir lieu. Donc il faut s'en remettre à des questions à une échelle collective. Ce qui n'a rien d'original, hein. C'est de passer par la loi finalement. Quand on veut faire progresser le taux d'alphabétisation dans une population, on interdit le travail des mineurs et on crée l'école obligatoire. Quand on pense que les inégalités sont trop fortes, on crée un impôt redistributif et redistribue les richesses. Et pourquoi là on s'en remettrait uniquement à des volontés individuelles qui ne sont absolument pas en mesure de faire le poids face aux intérêts économiques chiffrés en centaines de milliards de ces économies extractivistes de l'attention. Donc passer par la loi, ça veut dire subordonner ces intérêts privés à un intérêt collectif de long terme défini le plus démocratiquement que l'on peut. Alors, en la matière, comme on l'a dit dans nos interventions, les États, les gouvernements occidentaux se révèlent plutôt faibles, mais il y a quand même quelques sources d'espoir, notamment à l'échelle européenne. Il y a eu deux règlements importants, le règlement sur les services numériques et le règlement sur les marchés numériques, qui sont encore timorés, mais qui vont clairement dans la bonne direction. Il y a aussi un règlement sur l'intelligence artificielle qui, dans les bribes, dans son projet actuel, s'il était appliqué tel quel, en fait, il empêcherait totalement l'utilisation des médias sociaux, par exemple, pour faire de la publicité ciblée en influençant politiquement des centaines de millions d'électeurs. Donc, interprété au sens fort, il est possible que des règlements européens, dans les années à venir, changent radicalement la donne de cette guerre de l'attention, on pourrait dire. Mais c'est justement parmi les propositions que vous formulez en annexe de votre livre, j'en ai trouvé une qui a retenu mon attention parce qu'elle semble peut-être être la plus difficilement acceptable socialement. Vous proposez de passer à un modèle par abonnement pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire de payer tous les mois, comme on le fait sur Netflix, en monnaie sonnante et trébuchante, l'accès à Twitter, à Facebook, etc. Est-ce que vous pensez que le grand public, peut-être les jeunes et les moins jeunes de cette salle qui nous regardent aujourd'hui, accepteraient un tel bouleversement dans leurs habitudes pour quelque chose qui est aujourd'hui gratuit, en tout cas, ou qui semble gratuit? Alors, c'est vrai que la gratuité, c'est initialement l'une des principales raisons de l'hyper-performance de ces entreprises sur le plan économique. Toutes celles qui ont essayé de mettre un paywall ou un abonnement s'y sont cassées les dents et ont perdu toute leur part de marché face à ces concurrents qui ont émergé et pour lesquels il suffit uniquement de s'inscrire avec un mail. Néanmoins, si on prend du recul sur la situation, on peut se rendre compte qu'on est parfaitement irrationnel. Parce que, par exemple, une requête sur Google, si on regarde ce que ça rapporte effectivement à Google, ça se chiffre en fractions de centimes d'euros. C'est-à-dire que pour un abonnement de même pas probablement 1 centime d'euro, on pourrait continuer à effectuer les mêmes recherches sur Google. Enfin, Google obtiendrait les mêmes revenus sans qu'il soit assujetti à cet objectif publicitaire. Donc ça aurait évidemment des conséquences énormes dans notre façon de nous informer. Et c'est un peu la même chose sur tous les médias sociaux. Si vous convertissez les revenus publicitaires en coûts par abonnement multipliés par les milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, on arrive systématiquement à quelque chose de l'ordre de quelques euros mensuels.
Donc quelque chose qui est finalement assez modique et dont on accepte volontiers de s'acquitter pour regarder Netflix ou d'autres plateformes de streaming. Néanmoins, ceux qui font le choix d'un modèle gratuit continueront de l'emporter dans la guerre de l'attention, comme vous le dites, parce que naturellement, très peu de gens ont envie de sortir sa carte bleue. Ça paraît être vraiment un fossé insurmontable. Donc ce que je pense qu'il faut faire, c'est interdire le modèle de la publicité ciblée, ce qui n'est pas particulièrement fascisant ou autoritaire comme chose. C'est quelque chose qu'ont déjà fait des gouvernements ailleurs sur Terre, comme en Chine. Et c'est également quelque chose qu'a proposé la commissaire européenne Margrethe Vestager il y a de ça quelques années. Donc si on interdit ce modèle de la publicité ciblée, qui finalement est d'ailleurs aussi une atteinte à la liberté, à la vie privée très importante, eh ben, ça peut complètement transformer le paysage de l'information et les plateformes se feront concurrence non plus sur leur seule capacité à nous faire cliquer sur des contenus publicitaires, mais sur d'autres plans qui potentiellement seront beaucoup mieux alignés avec notre intérêt collectif. Allez, je vais tenter de faire l'avocat du diable. La publicité ciblée permet aussi... je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer. Permet aussi à des annonceurs des campagnes qui peuvent être beaucoup plus efficaces et un peu moins polluantes sur l'esprit. Enfin, voilà, par définition. Et je dois dire que je suis un peu moins à l'aise avec l'idée qu'on va s'en sortir par des interdictions, parce que de toute façon, je ne sais pas si elles seront effectives. Est-ce qu'il n'y aura pas une place de marché parallèle pour des annonceurs qui voudront continuer à faire de la publicité ciblée? J'en sais rien. Je vais reprendre la question que vous avez posée. Vous demandiez aux personnes dans la salle si elles étaient prêtes à sortir une carte bleue pour payer un abonnement à un réseau social. Ce qui est effectivement, c'est une des solutions possibles. Mais en fait, la question, elle se pose aussi sur... Est-ce qu'aujourd'hui, un utilisateur qui utilise gratuitement les réseaux sociaux a conscience de ce qu'il est pour ces réseaux sociaux? Il y a un adage extrêmement connu dans l'univers numérique qui est « si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit ». Donc en fait, je pense qu'on n'est pas beaucoup plus prêt à accepter de payer pour un accès à des réseaux sociaux plus propre peut-être, moins perverti par des algorithmes dont la logique est d'apporter de capter l'attention, qu'en fait on est prêt à être nous-mêmes un produit vendu à d'autres. Donc j'en reviens à ma question d'éducation. En fait, c'est aussi ça dont il faut être conscient quand on utilise ces plateformes gratuitement. Et je ne crois pas à la fin de ce modèle-là, mais parce que ce sont des intérêts économiques qui sont à l'œuvre et que je ne pense pas qu'ils puissent évoluer là-dessus. Mon point, il est vraiment sur une forme de conscientisation de l'utilisateur. Voilà, c'est une petite. Je crois que pour la première fois, on a une petite nuance. Avant de passer la parole à d'éventuelles questions du public, j'aurais deux petites dernières questions pour chacun d'entre vous. Si vous aviez un conseil à titre personnel pour nos auditeurs d'aujourd'hui, pour se prémunir face aux fake news, à la dark information, aux biais algorithmiques, ou pour s'engager dans cette cause, qu'est-ce que ça serait? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que, alors Antoine Baillet, vous l'avez fait beaucoup pendant cet entretien, est-ce que vous avez quelque chose de positif ou de moins négatif tout de même à dire sur les réseaux sociaux avant de partir et de passer aux questions du public? On s'est parlé de champ de bataille. Je crois vraiment profondément à cette image. L'information est devenue un terrain de guerre pour de nombreuses raisons. Et là, je vais reboucler avec la casquette non pas de journaliste ou d'auteur de l'ouvrage, mais plus de mes activités à l'Institut national de l'audiovisuel, à l'INA. Vous savez qu'aujourd'hui, l'INA investit très fortement les réseaux sociaux. Donc on doit jouer nous-mêmes de ces codes. Je racontais mon incapacité à comprendre comme éditeur l'algorithme de TikTok. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, en fait. Il faut investir ces lieux aussi en tant que créateur, essayer d'en comprendre les règles, essayer de se prémunir soi-même à certains moments comme éditeur du clic facile, de la vidéo vue facile, de se dire que de temps en temps, en pariant aussi sur l'intelligence, ça peut fonctionner. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais je pense que ça vaut le coup. Et là, du coup, je mets vraiment une casquette très média audiovisuel public. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas déserter ces lieux, parce que sinon, en fait,
c'est terrible ce qui reste. C'est qu'il n'y a plus aucun engagement possible sur des contenus de qualité, tout simplement. Et le conseil concret, c'est toujours remonter à la source. Et je peux vous dire que je donne des cours à des étudiants en école de journalisme à Sciences Po. Le premier cours que je leur donne en première année, c'est quoi la source de cette information ? Et je les fais remonter le plus possible. Non, c'est pas juste selon France Bleu, c'est selon un capitaine des pompiers qui parle à France Bleu, etc., etc. En fait, je conseille cette pratique et cette hygiène-là également à tout lecteur intéressé qui veut un peu mieux comprendre et être un peu plus sûr de ce qu'il lit. C'est quoi la source de l'information ? Cette simple question-là, en lisant n'importe quelle information. Merci Antoine. Arthur Grimaud-Pont. Alors, je vais bien sûr répondre aux deux questions et puis je continue l'espèce de nuance ou de point de débat qu'on pourrait avoir et qui est passionnant. C'est à quel point il faut s'en remettre finalement à l'éducation à l'esprit critique, aux lumières, à l'éducation individuelle pour résoudre ces problèmes. Il y a un parallèle qui peut être fait entre la consommation d'informations et la consommation de sucre. Ça paraît assez imprévisible comme ça, mais c'est un parallèle qui a été fait à plein de reprises dans de nombreuses disciplines. En fait, on pourrait dire que nos cerveaux ont évolué pendant des centaines de milliers d'années dans un environnement évolutif radicalement différent de celui qu'on connaît. Et tous les humains sur Terre, issus de n'importe quelle société, donc de façon innée, ont développé un instinct, un attrait inné pour les aliments sucrés, du fait que les aliments sucrés étaient rares et difficiles à se procurer. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Et il y a des entreprises, de l'agroalimentaire, de la grande distribution, qui est capable d'exploiter et de renforcer ce penchant inné pour le sucre, ce qui crée les conditions de la plus grande pandémie mondiale, celle de l'obésité qui touche aujourd'hui 800 millions de personnes sur Terre. Donc on peut se questionner, est-ce que c'est un problème de nature humaine, c'est-à-dire de personnes qui sont insatiablement attirées par le sucre, d'une certaine façon oui, ou est-ce que c'est un problème d'environnement dans lequel ces personnes évoluent ? Ce qui en tout cas a radicalement changé, c'est pas nous, mais c'est cet environnement. Et si pour moi on veut combattre les déterminants de l'obésité sur Terre, il faut s'en remettre à des décisions politiques, institutionnelles, qui font pression sur des intérêts qui aujourd'hui tirent parti de ce penchant inné pour le sucre, pour subordonner ces intérêts économiques à un intérêt collectif. Et on pourrait dire que de la même façon, on est soumis à un phénomène d'infobésité permanent aujourd'hui. Et je pense que s'en remettre aux volontés individuelles, c'est quelque chose de très important, mais ça dépend qu'est-ce qu'on appelle former l'esprit critique. Si c'est via l'école, via un programme pédagogique bien conçu, je suis entièrement d'accord. Si c'est donner des règles, des recommandations de bonne conduite, en affichant par exemple sous un encart publicitaire de 3 mètres par 4 mètres, manger moins gras et moins salé et tout ça, des études ont été faites sur l'efficacité de ce message. Évidemment, sans surprise, c'est zéro en termes d'évolution des comportements. C'est absolument négligeable. Devant l'attrait que procure un immense hamburger et la publicité qui nous invite à nous rendre au Burger King voisin, ce message n'a aucune incidence. Et donc à l'échelle individuelle, on est malheureusement très vulnérable face à cet état de fait, à cet état de tentation permanente. Quand on ouvre TikTok est redoutablement efficace, y compris quand on est formé à ces questions, pour savoir ce qui va susciter notre adhésion, notre volonté de continuer à scroller. Donc pour conclure sur ce que je conseille de faire, je conseille d'agir plutôt à l'échelle évidemment d'abord personnelle, mais politique, de se questionner à une échelle supérieure sur ce qu'on peut faire collectivement, démocratiquement de ces sujets. Pour ça, il y a pas mal de livres qui ont été écrits, alors principalement en langue anglophone. C'est pour ça que j'ai cru bon d'écrire un livre qui est rapatrié en langue française ces questions-là. Il y a aussi un documentaire qui est sur Netflix, pas de chance, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, qui était très bon et accessible au grand public. Et il y a une masse croissante de littérature sur ces sujets. Donc lire, prendre le temps de la lecture aussi, c'était la journée du livre vendredi dernier, se le rappeler. Aujourd'hui, la lecture décline très très vite devant l'attrait évidemment des médias sociaux, mais reprendre justement ce temps de la lecture pour se poser des questions sur le temps long. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Y a-t-il des questions dans le public ? Et y a-t-il un micro qui circule? Sinon, on fera ça à la voix. Oui, monsieur? Ah, parfait. Vous pouvez y aller. Ah, je suis porteur du micro. Excusez-moi. Y a-t-il des questions? Voilà, il y a une question par ici. Pensez-vous que, grâce à la liberté d'expression sur Internet et sur les réseaux sociaux,
il y a un multiculturalisme qui s'est créé et qui pourrait peut-être faire une baisse des discriminations culturelles, etc. Parce que du coup, vous avez beaucoup parlé des problèmes des réseaux sociaux, mais il y a aussi des bons côtés, je pense, aussi, par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Arthur, c'est à toi d'essayer d'être positif. Non, vous avez complètement patate raison. Et c'est vrai que dans un temps relativement court qui nous est imparti, j'ai tendance à faire une présentation exclusivement à charge de la question. Et tout n'est pas négatif, loin s'en faut. Le parallèle avec l'idée de place publique est quand même relativement juste, même si ces places publiques opèrent suivant des intérêts privés. Et sur toute place publique, il se passe des choses absolument formidables. Donc moi-même, je suis un grand utilisateur de YouTube, par exemple, parce que je trouve qu'il y a des vidéos pédagogiques, des créateurs de contenu de vulgarisation scientifique, mais pas uniquement drôles et tout ça. Mais il y a des choses absolument fascinantes auxquelles on accède gratuitement, ou en tout cas au prix de l'attention qu'on accepte de céder à ces plateformes. Donc il y a des choses vraiment géniales. Et comme tu le fais remarquer, comme vous le faites remarquer, pardon, je ne distingue pas exactement ton ou votre âge dans l'Assemblée, il y a évidemment des contenus qui favorisent, disons, une ouverture au monde. Simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, ces contenus-là partent quelque part perdants dans la guerre de l'attention, dans les règles actuelles. Donc on peut choisir volontairement de suivre des chaînes de très bonne qualité. Des créateurs de contenu peuvent choisir d'adopter les codes d'une communication scientifique, rigoureuse, rationnelle ou intéressante. Mais ce n'est pas ce qui va les faire gagner malheureusement dans la guerre de l'attention. Donc par exemple, je suis un excellent youtubeur de vulgarisation scientifique qui a comparé qu'est-ce que ça faisait de passer 1 heure à se questionner sur la miniature et le titre le plus percutant pour sa vidéo, quitte à choisir un truc résolument, on appelle ça putaclic dans le langage internet, ou à passer 1 heure sur sourcer ses contenus. Bon, sourcer ses contenus, sans surprise, ça n'a aucune espèce d'incidence pour gagner des vues sur YouTube. Alors que mettre un titre racoleur ou une image racoleuse, ça a un impact énorme dans la guerre de l'attention. Donc finalement, voilà, vous avez très bien compris le sens de ma réponse, mais je partage complètement l'idée qu'il est encore possible d'utiliser à bon escient ces médias sociaux. Une autre question peut-être parmi le public. Oui, il y a un monsieur au milieu là. Merci pour vos interventions. Pensez-vous qu'un réseau social européen, si je crois que ça n'existe pas, serait une solution? Et dans le titre de votre intervention, il y a liberté. On n'est pas libre tout seul, on n'est jamais libre tout seul, vous l'avez dit, hein. On est lié à l'altérité. Et une des solutions, c'est de se passer de réseaux sociaux, comme je le fais. Je ne suis sur aucun réseau social, mais j'ai beaucoup de contacts sociaux dans différents groupes, avec différentes personnes, pour entendre différents avis. Et modestement, j'arrive à me faire une opinion. Antoine Baillet, peut-être ? Je vais prendre la dernière. Je vais commencer par la fin de votre question. C'est une des attitudes qui est possible, bien sûr. Se couper des réseaux sociaux ou faire le choix de ne pas y aller est évidemment possible. Et soyons très clairs, ça ne change pas grand-chose forcément à la vie au quotidien. Néanmoins, je pense aussi qu'on peut se couper de quelque chose. Je vais vous raconter une anecdote d'enseignant et je rebondis à l'échange qu'on avait tout à l'heure et au point qu'on avait tout à l'heure sur Twitter et les journalistes. Moi, j'ai appris à des étudiants journalistes à se servir de Twitter comme source d'information, pas comme une espèce d'AFP concurrent, etc., mais savoir ce qui se passait, avoir la curiosité et d'utiliser finement Twitter tel qu'il était il y a 10 ans pour, par exemple, quand on est journaliste dans une locale, savoir ce qui est dit autour de chez soi. C'était une des possibilités. J'ai jamais imposé, en revanche, et j'ai jamais enseigné à des étudiants, où je n'ai jamais dit à des futurs journalistes qu'ils devaient absolument eux-mêmes publier sur Twitter. Donc je fais cette différence-là. Donc je pense j'ai plutôt envie de se dire qu'il faut avoir la curiosité d'aller sur les plateformes, y voir, s'y frotter, s'y confronter et essayer de les dominer. Mais je peux
tout à fait comprendre l'attitude aussi qui est de se dire, en fait, finalement, j'ai pas envie, j'en ai pas besoin. Ça se vaut. Je suis personne pour dire qu'il faille que ce soit une mauvaise réponse. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, faut y aller, faut s'y confronter, faut comprendre comment elle fonctionne, garder son esprit critique vis-à-vis d'elle. Sur la première partie de votre question sur un réseau social européen et sur la tentative de développer des choses sur d'autres, via d'autres approches, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Alors, ce réseau social européen, devrait-il être payant, ne devrait-il pas être payant, si on reprend ces questions-là. Il y a aussi une prime au premier arrivé. Je vais être très terre à terre. Il y a une très forte prime au premier arrivé. Il y a déjà des structurations qui existent. Il y a une prime au premier arrivé quand sur la musique, le modèle Spotify se développe partout. Il y a une prime sur la vidéo qui existe encore sur YouTube. Je ne sais pas s'il n'est pas trop tard, tout simplement, pour répondre à votre question. Mais je suis absolument persuadé que si ce n'est pas sur des formes de réseaux sociaux, il y aura d'autres choses après, à d'autres moments, là-dessus. Je veux bien reprendre les questions dans l'ordre inverse, du coup. Donc, commencer par ces questions. L'idée d'un réseau alternatif européen. Alors, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de réseaux sociaux alternatifs aux GAFAM, aux solutions existantes. Le problème étant que ces réseaux sociaux alternatifs ne sont pas conçus pour être concurrentiels dans la guerre de l'attention. Donc ils ont vocation à rester minoritaires tant qu'ils n'adoptent pas les mêmes codes concurrentiels que ces géants, ce qui leur ferait perdre évidemment tout intérêt. Donc en fait, tant qu'on ne soumet pas l'ensemble des médias sociaux aux mêmes règles du jeu et que ces règles sont démocratiques ou choisies dans un sens qu'on juge favorable à l'intérêt commun, on aura globalement le même paysage informationnel que des acteurs extérieurs essayent de s'insérer dans le marché ou pas. Et deuxième question, pardon, est-ce que tu peux me la rappeler, Antoine, vu que tu es à proximité? Faut-il se couper des réseaux sociaux? Éternelle question, mais je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. On peut le faire, le choix individuel de le faire, mais quelle est la conséquence? Est-ce qu'on se prémunit des conséquences des médias sociaux à l'échelle collective? Malheureusement, non. Et d'autre part, quand on a un âge, même moi, je n'ai pas l'impression de me couper complètement du monde si je me coupe de la plupart des médias sociaux, encore que je trouve ça déjà difficile. Mais demander ça à un adolescent, demander-lui de se désinscrire tout seul de TikTok, mais c'est comme s'il quittait la cour de création géante avec tous ses collègues. C'est une coupure sociale qui a un coût individuel extrêmement fort s'il n'y a pas une alternative qui est proposée. Y a-t-il une toute dernière question qui demandera des réponses assez courtes? Ok, message reçu. Est-ce que vous pensez qu'à terme, les réseaux sociaux ils puissent prendre un tel avantage sur les États et les gouvernements que ces réseaux deviendront eux-mêmes nos dirigeants? Je pense que c'est déjà le cas. Voilà, j'ai fait très court. Alors, vous pouvez faire un tout petit peu plus long. Confère ce qu'on vient de se dire, confère ce que même je racontais sur l'information et la décision de Facebook à un moment de changer les règles de son produit qui a des conséquences. On peut imaginer toutes les formes de régulation qu'il soit. Je ne vois pas comment un État ou un pouvoir politique pourrait, par exemple, avoir une telle influence sur le champ de l'information, des formats et du fond. Voilà. Donc, juste pour me concentrer sur la toute petite partie des pratiques informationnelles, les réseaux sociaux ont d'ores et déjà beaucoup plus de poids que n'importe quel État. Entièrement d'accord sur la possibilité des médias sociaux de configurer complètement le paysage informationnel de l'humanité. C'est un pouvoir que n'atteindra jamais aucun État, y compris même la Chine, qui en fait coordonne simplement des médias sociaux qui eux-mêmes conservent un rôle majeur dans la configuration du paysage informationnel. En revanche, est-ce que les médias sociaux ont d'ores et déjà plus de pouvoir que les États? Je pense que justement, c'est un peu les dernières années pour agir quelque part. Des États sont encore en mesure de proscrire complètement l'utilisation d'un réseau social au sein de leurs frontières. L'Inde l'a fait avec TikTok, par exemple. Et l'enjeu n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement mon avis, qu'il faut bannir purement et simplement, même si je serais plutôt partisan de cette solution pour TikTok. Mais en tout cas, il y a plein de solutions dont les États, plein de leviers activés encore aujourd'hui par les États pour faire, non pas en fait exercer une propagande autoritaire comme le fait Pékin, mais il y a une troisième voie à choisir. C'est pas soit on est au pied des plateformes, soit les plateformes sont au pied des États. On peut subordonner des intérêts privés à l'intérêt collectif, et c'est le sens même de la loi de ce faire.
Il me reste donc à vous remercier tous les deux chaleureusement, à remercier également notre public, mais aussi la ville de Thionville et l'association Démo et Débat. Moi, je respecte le timing, après. Je voudrais juste faire une remarque, est-ce que c'est possible? Toute petite. Je suis professeur documentaliste et je pense vraiment que l'éducation aux médias et à l'information est importante, mais nous, en tant qu'enseignants, on aurait besoin de gens comme vous pour nous former, parce qu'on n'est pas formé pour réellement apporter l'information aux élèves. Voilà, je m'arrête là. Alors, il y a une autre prise de parole qui est demandée. On va les coupler, et comme ça, vous répondrez les deux en même temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, j'ai été citée, je suis effectivement la nouvelle présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Et moi, j'avais une remarque à vous faire. Vous dites qu'on est au dernier moment pour finalement agir sur le fait que les États prennent le pas sur les réseaux sociaux. Donc, moi, j'avais une analogie à faire. En fait, c'est un peu comme le courant. Quand l'électricité est arrivée, finalement, c'est très, très dangereux. L'électricité, si on met les doigts dans la prise, on peut voir ce que ça va faire. Donc, on a développé un certain nombre de règles, tout ça, de normes, pour que on puisse bénéficier de tout ce que l'électricité peut nous apporter sans en avoir les dangers. Et donc, on voit que finalement, chacun s'y conforme peu ou prou et que ça vient à l'idée de peu de personnes de mettre les doigts dans la prise, d'enlever. Donc, en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Mais là où moi, je suis très inquiète en tant que politique, c'est que si on met des normes ou autres, la puissance des réseaux sociaux n'est pas telle qu'elle va faire passer finalement ceux qui vont réguler pour des dictateurs, pour des autocrates ou autres. Donc, quelle est la capacité, en fait, quelle est pour vous la marge de manœuvre qu'ont finalement les politiques pour pouvoir faire en sorte d'agir pour le bien public et pas d'être contrés par ces grandes entreprises? Énorme question. Et qui est absolument passionnante. Et c'est évidemment la première réaction qui s'y prêtera. Et de toute façon, ça a d'ores et déjà été le cas dans certaines tentatives précédentes de régulation. Absolument. Et effectivement, c'est la première chose qui s'est passée. Je sais pas, je tente deux éléments. La première chose, c'est peut-être d'être le moins isolé possible, et donc que ce soit une action la plus coordonnée possible, la plus européenne possible. Autant je ne crois pas forcément au réseau social européen, autant je crois à la réponse européenne sur le rapport de force qui est à engager avec certains acteurs. Et après ça, je retente, et du coup, je reboucle avec l'intervention précédente, en se focalisant sur certains des effets. Là, en fait, on détourne un petit peu. Ça veut dire qu'on est à la fois sur le bras de fer avec les acteurs et les entreprises, et en même temps, on agit sur certains des effets concrets qui sont produits par les réseaux sociaux, sur lesquels, là, il n'y a pas grand monde qui a grand-chose à dire. Enfin, si on développe cette éducation aux médias et à l'info, en fait, là, on est dans un champ que peu de monde ira vraiment frontalement contester, pour peu qu'on change un petit peu le nom, parce que éducation aux médias, ça fait... Il y a forcément une opposition là-dessus. Arthur? Oui, j'ai l'impression qu'il me reste 30 secondes et j'aimerais qu'on y passe plutôt 30 minutes ou 30 jours, donc c'est dommage, mais c'est avec très grand plaisir si vous voulez discuter de ces sujets par la suite et plus longuement. J'ai l'impression qu'il y a encore une porte ouverte, mais qu'elle pourrait se refermer, parce qu'en effet, par exemple, les dépenses en lobbying déclarées par les GAFAM à la Commission européenne dépassent aujourd'hui celles du pétrole, de l'oil and gas, qui était le secteur historique qui a toujours dépensé le plus en lobbying à l'Europe, en tout cas. Et évidemment, ça dépasse d'un ordre de grandeur celui du tabac et tout ça. Donc en fait, les médias sociaux pourraient devenir les nouveaux marchands de doute. C'est-à-dire qu'ils se mettent à fabriquer un état des connaissances, notamment scientifiques. C'est la majorité de la recherche scientifique sur ces sujets émane aujourd'hui de financements privés, et notamment des plateformes numériques géantes. Donc ils pourraient fabriquer un état de la recherche favorable au statu quo ou au laisser-faire. Et ce serait effectivement très grave, ce serait une situation probablement irrémédiablement verrouillée. Et pour autant,
je me suis paradoxalement énormément servi des médias sociaux pour faire ma propre enquête que j'explique dans ce livre. Donc il existe encore par exemple des tas de chaînes sur YouTube qui s'attaquent à ce sujet, le décortiquent en détail et il faut bien l'admettre, ne sont pas censurées. Alors on ne voit pas si elles font l'objet de shadow banning, c'est-à-dire qu'on invisibilise marginalement leur contenu parce qu'ils se mettent à critiquer le modèle de la plateforme, mais globalement ce sont des chaînes qui sont quand même beaucoup regardées, en tout cas dans cette sphère. Donc je ne serais pas du tout pour dire qu'il y a une censure, en tout cas une censure volontaire de la part des dirigeants de ces plateformes pour invisibiliser ces sujets sur les plateformes. En revanche, c'est clair et net qu'ils ont un plaidoyer politique extrêmement efficace aujourd'hui, très organisé. En fait, le plaidoyer qui peut être celui de n'importe quelle organisation où de plusieurs centaines de salariés peuvent être payés des sommes considérables. Alors que voilà, quand on est indépendant, qu'on fait ses recherches à l'université ou quoi, on a souvent un minuscule salaire, on est tout seul dans son coin à mener une enquête. Donc c'est évidemment des capacités d'influence qui ne sont pas du même ordre de grandeur. Je vais donc vous remercier pour ces réponses et pour cette heure et demie que l'on vient de passer ensemble, Antoine Baillet, Arthur Grimaud-Pont. Donc je remercie également le public, la ville de Thionville, l'association Démo et Débat qui co-organise cet événement, tous nos partenaires privés et institutionnels ainsi que nos bénévoles. Je vous remercie, vous le public, d'avoir été là pendant cette table ronde et pour toutes les autres. Il y en a d'ailleurs une dans un peu moins d'une demi-heure dans cette salle. Si certains d'entre vous veulent y assister, je vais devoir vous demander de la quitter et puis de revenir au moment où la table ronde commencera. Et je vous souhaite une très bonne journée et surtout n'oubliez pas que tous les livres de nos invités sont disponibles à notre librairie. Merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.